Octobre 1915. Cela fait un peu plus d'un an que la Première Guerre mondiale a commencé. Déjà, en début d'année, de violents combats se sont déroulés en Champagne, et maintenant les belligérants luttent dans une guerre de position. C'est l'année de la bataille des Dardanelles, mais aussi d'Ypres, au cours de laquelle fut utilisé aussi pour la première fois un gaz toxique qui portera le nom de cette ville, l'hypérite, autrement appelé le gaz moutarde. Au niveau de l'aviation, Roland-Garros a été fait prisonnier. Nous allons faire connaissance de la première escadrille de chasse, la MS-12, et l'un de ses aviateurs, Jean Navarre, qui sera surnommé plus tard la Sentinelle de Verdun. Générique. Amateurs d'histoire et de maquettes, bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. Notre histoire se déroule le 26 octobre 1915, auprès de Château-Thierry, une ville proche de Reims. Un mois auparavant, le maréchal Joffre lançait une attaque sur le front du centre, entre Auberive et la Ville-sur-Tourbe, à l'est de Reims et au nord-est de Châlons, le 25 septembre, sur un front de 25 km. C'est l'opération principale de 1915. Elle commence le 22 par une violente préparation de l'artillerie, anéantissant les premières lignes de défense allemandes et détruisant les moyens de communication avec l'arrière. Cette préparation durera 3 jours et plus de 100 000 obus furent tirés. Cette opération fut lancée dans plusieurs buts: ralentir l'afflux d'Allemands sur le front russe, rallier les pays neutres aux Alliés et de ralentir la guerre de mouvement. Après un premier jour de combat, la première ligne de défense allemande est pour beaucoup tombée, mais il reste quelques points de résistance. Dans les jours qui suivent, la progression alliée est stoppée, les secondes lignes étant bien plus organisées et protégées. Les combats vont alors s'organiser afin de stabiliser l'avance alliée. Au 9 octobre, l'offensive est arrêtée, le front est bloqué. C'est au prix de lourdes pertes et une avance toute relative, à peine 4 km dans les points les plus avancés, que la seconde bataille de Champagne prend fin, sans avoir influé sur le cours de la guerre. Cette bataille était représentative de ce que fut l'année 2015, beaucoup de pertes pour peu de résultats. Fin 1915, un nouveau gouvernement est nommé et Joffre voit son pouvoir militaire augmenter. Alors qu'au début de la guerre, la doctrine d'utilisation de l'aviation était d'utiliser cette technologie dans l'observation et le réglage de l'artillerie, il devint évident que l'utilisation de la chasse permettrait d'obtenir la supériorité aérienne et d'empêcher l'ennemi d'exécuter ses propres missions. Ce point avait été étudié par un certain capitaine Tricorneau de Rose, qui dans les années avant la guerre avait tenté de mettre au point les prémices d'une aviation de chasse. Il avait étudié, en collaboration notamment avec Roland-Garros, le tir d'une arme automatique au travers du champ de l'hélice via un système de déflecteurs et avait élaboré les premières règles d'engagement au combat. De leur côté, les frères Saulnier et l'ingénieur Morane avaient réussi la synchronisation de tir entre une arme automatique et la rotation de l'hélice. Sous l'initiative du général Joffre, une organisation militaire de l'aviation vit le jour, notamment vu les résultats de la bataille de la Marne. Tricorneau était affecté au service aéronautique de la 5e armée et savait, depuis le 5 octobre 1914, lorsqu'un voisin III abattit un aviatique et donc la première victoire aérienne de l'histoire, que le combat aérien n'était pas une chimère comme le pensaient les hauts gradés. Le 27 février 1915, De Rose prit la décision de transformer une escadrille de reconnaissance, la N12, formée en 1912 à Reims, en première escadrille de combat. Équipant cette dernière d'avions Morane-Saulnier type L, dit Parasol, l'escadrille prit le nom de MS-12. Il recruta parmi les pilotes les plus téméraires, notamment Jean Navarre, qu'il remarqua à Saint-Cyr lorsque celui-ci démontra qu'il était possible de sortir d'une vrille avec un Morane Parasol. En mars, elle était équipée de type N. En septembre 1915, elle est partiellement rééquipée en Nieuport 12 et devient ainsi la N12 de nouveau. C'est alors qu'elle adopte le fanion bleu et blanc. Un an plus tard, en octobre 1916, elle est intégrée au groupe de combat 11. Elle prend part à la bataille de Verdun, notamment entre octobre et décembre, lors des combats de Douaumont et de Vaux. En avril 1917, le GC-11 est affecté au front de l'Oise, première armée, puis dans les Flandres en juillet sous commandement britannique. En octobre, elle est engagée au niveau de Malmaison et fin d'année est équipée de Spad 7 et 13
et devient la SPA 12. En mars 1918, elle participe à la contre-offensive en Picardie, puis au chemin des Dames, passe par Metz et revient en Champagne en juillet. Elle termine la guerre avec 50 victoires homologuées, d'autres sources donnent 58, et est dissoute le 2 avril 1919. Cependant, les traditions et insignes seront reprises en octobre 1934 par la 2e escadrille du GC 1-6, puis la 5e du GC 3-9 entre 1940 et 1942, et finalement par d'autres unités après la guerre, jusqu'à la nouvelle dissolution en 1973. En septembre 1994, le C-12 Cigogne crée une 3e escadrille, qui reprend les principes mais sans reprendre l'insigne, et qui sera dissoute en septembre 2009. La firme Morane-Saulnier est fondée en octobre 1911 par les deux frères Léon et Robert Morane et leur ami ingénieur Robert Saulnier. Leur tout premier avion, le MS type A, sort en 1911. Il est suivi en 1912 du type G, un avion de sport précédant le type N, qui détient notamment le record d'être le premier avion à avoir traversé la Méditerranée aux commandes de Roland Garros. En 1913 sort le type L, dénommé Parasol du fait de son aile située au-dessus du fuselage, et qui, entre autres, détiendra le record de traversée de la cordillère des Andes. C'est aussi le premier avion de chasse qui équipera la MS-12 en 1915. C'est à son bord que Georges Guynemer remportera sa première victoire en juillet 1915. Apparu en juin 1914 au meeting d'Aspern, le Morane-Saulnier type N est un avion monoplace, monoplan L-médiane. Il est issu des types G, H et L. En l'absence d'aileron, le roulis était géré par gauchissement des ailes, à la manière des avions Blériot notamment, sa dérive de petite surface ainsi que sa vitesse d'atterrissage élevée en faisaient un avion extrêmement difficile à manœuvrer, ne pardonnant rien à son pilote. Une autre de ses caractéristiques était l'énorme casserole d'hélice, censée améliorer son aérodynamisme, mais qui empêchait surtout le refroidissement du moteur. D'ailleurs, elle fut retirée assez rapidement, sans changer les performances de l'avion. Il est équipé d'une mitrailleuse Hotchkiss de 7,9 mm tirant au travers du disque de l'hélice, la protection de celle-ci se faisant par un blindage et l'impose d'un déflecteur de balles, système mis au point par Morane-Saulnier en conjonction avec Roland Garros et le capitaine de Rose, en faisant ainsi l'un des premiers avions de combat équipés de cette possibilité. Ce système, outre le fait qu'il entamait les performances du moteur inutilement, n'était pas fiable à 100%. Il servit cependant d'inspiration à Fokker pour réaliser le premier système de synchronisation de tir mis en service sur le E-3 Heindecker. Il fut aussi utilisé par les Anglais, qui le surnommèrent Bullet en raison de son cône avant. Un ou peut-être 2 exemplaires furent envoyés aux Russes également. Très vite dépassé sur le front, il fut retiré fin 1915 et fut construit à seulement 49 exemplaires. Les versions I et V furent dérivées de la version N, le premier étant plus grand, est équipé d'un moteur plus puissant de 110 chevaux qui équipera la Royal Flying Corps et sera armé d'une mitrailleuse Vickers. Seulement 4 exemplaires de construits. Le second, la version la plus grande, est issu du I et avait une autonomie plus importante grâce à l'ajout de réservoirs supplémentaires. Ils servirent dans la Royal Flying Corps et dans l'aéronautique russe. Il fut construit à 30 exemplaires. Caractéristiques: envergure 8,15 m, longueur 5,83 m, hauteur 2,25 m, poids à vide 288 kg, moteur l'Eurone 9C, un moteur rotatif de 80 chevaux, 9 cylindres en étoile. Vitesse maximum 144 km/h. Rayon d'action 225 km. Plafond opérationnel 4000 mètres. Assoublié de la Première Guerre mondiale, Jean Navarre fut pourtant l'un des plus grands pilotes de son époque. Il naît le 8 août 1895 à Jouy-sur-Morin, en Seine-et-Marne, et est l'aîné, avec son frère jumeau Pierre, d'une famille de 11 enfants. Il est issu d'une famille de haute bourgeoisie. Son père, originaire de Tartas, est un entrepreneur dans la papeterie, et sa mère est issue de la petite noblesse bretonne. Il passe son enfance dans la région de Grenoble. Son frère et lui ne sont pas ce que l'on pourrait appeler des enfants modèles, peu attentifs en cours et préférant faire les 400 coups, au point que Jean est viré de plusieurs écoles. Il passe son bac à 15 ans, puis est envoyé en Angleterre,
Mais toujours à cause de son comportement réfractaire, il est vite de retour en France. Son père cherche à le poser et le fait travailler dans une de ses usines, sans grand succès. Passionné par l'aviation, il rentre en octobre 1913 dans l'école qui deviendra plus tard Supaéro, mais ennuyé par la théorie, il quitte l'école pour entrer dans une école d'athlétisme en juin 1914. Peu après, il rejoint l'école d'aviation des frères Caudron au Crotoy. La guerre se déclenche le 2 août 1914 sans qu'il ait le temps d'obtenir son brevet de pilote, ce qui ne l'empêche pas de rejoindre l'école de Saint-Cyr, soit par mensonge, soit grâce aux appuis de son père, afin de devenir pilote militaire. Il obtient son brevet de pilote le même mois, ayant effectué ses classes à l'école de Tours. Il est ensuite affecté à une unité de reconnaissance, la MF-8, équipée de Farman 7, près d'Amiens. Bien que bon pilote, son caractère n'a pas changé et il est renvoyé à Saint-Cyr. Il est formé sur Morane-Saulnier par Assol et rejoint, début 1915, l'AMS-12. Il est alors basé du côté de Reims. Le 1er avril, il abat son premier avion, un aviatique. En fait, il le force à se poser dans les lignes alliées et obtient ainsi sa première victoire, qui est aussi la première victoire de la MS-12. Pour cela, il obtient la médaille militaire et est promu sergent. Bon pilote, mais casse-cou et téméraire, il garde toujours son caractère indiscipliné qui lui vaut quelques déboires. Ainsi, pour racheter ses erreurs, en fait pour faire sauter ses mises à pied, il participe à des opérations spéciales consistant à la dépose d'un agent d'espionnage au-delà de la ligne de front. De par ses missions, il est décoré de la Légion d'honneur le 19 juillet 1915 au terme d'une 3e opération. Le 26 octobre 1915, il force un LGV C2 à se poser dans les lignes alliées et signe alors sa 3e victoire. Je reviendrai en détail sur cet événement. Le 24 février 1916, il se porte volontaire pour Verdun et est alors muté à l'escadrille N67 à Wadelincourt, équipé de Nieuport 11 BB. Sur place, peu après son arrivée, il signe 2 victoires le 26, faisant de lui un as, et le premier pilote à prétendre à 2 victoires le même jour. Trouvant, avec le capitaine Saint-Sauveur, un supérieur lui lâchant la bride, il se trouve en mesure d'exprimer pleinement ses capacités, son supérieur lui laissant tout loisir. Le 26 avril, il réalise un quadruplé. Lorsqu'il ne combat pas, il vole en divertissant les troupes au sol, dans un avion peint de couleur rouge, et donc facilement reconnaissable, ce qui amène un journaliste du nom de Jacques Mortane à le surnommer la Sentinelle de Verdun. Il passe ses moments de repos en ville, en compagnie de femmes et d'alcool. Le 19 mai, il signe sa 10e victoire sur un aviatique et devient le premier pilote français à obtenir ce score. Le 17 juin 1916, il signe sa 12e victoire. Cependant, dans une mission la même journée, un peu plus tard, il se fait abattre par un avion allemand aux alentours de Grand-Pré dans les Ardennes, et blessé sévèrement, il parvient tout juste à poser son avion sur le terrain de Sainte-Menehould et est hospitalisé. C'est pendant sa convalescence qu'il apprend le décès de son frère, lui aussi pilote. Commence alors pour lui une descente aux enfers, une dépression que rien ne soignera. Il repart dans son unité, mais dans la nuit du 10 au 11 avril 1917, alors en permission à Paris, ivre, il provoque un accident avec la police. Il est arrêté par les gendarmes dans son unité, cela l'emmène devant le conseil de guerre, mais il est jugé irresponsable de ses actes et sera interné en maison de repos jusqu'à l'armistice, sans jamais revenir au front. Après la guerre, il intègre l'équipe de Morane-Saulnier en tant que pilote d'essai. En prévision du défilé du 14 juillet 1919, auquel il souhaite participer, alors que l'état-major avait interdit la présence d'avions, il s'entraîne à bord d'un Morane AI, son but étant de passer sous l'Arc de Triomphe. Le 10 juillet 1919, lors d'un de ses entraînements, il rencontre un problème moteur et s'écrase à Villacoublay, décédant peu après dans l'ambulance. Il est inhumé aux côtés de son frère au cimetière de Tartas. L'exploit de l'Arc de Triomphe sera finalement réalisé par un autre pilote qui était dans la confidence, Charles Godefroy, le 7 août 1919. Le 26 octobre 1915, vers 11h, entre Dormans et Château-Thierry, alors qu'il pourchassait un avion allemand qui se rendait dans ses propres lignes, Jean aperçut un second appareil qui se dirigeait vers l'étranger en direction du sud. Il le prit immédiatement en chasse. Tout en arrosant le Français de tirs de mitrailleuses, l'avion allemand plongea dans les nuages, dans l'espoir de lui échapper. Jean Navarre piqua de nouveau et retrouve l'appareil. Toujours sous le feu allemand, il poursuivit sa poursuite et profita d'un répit, le mitrailleur allemand devait recharger son arme, il ouvrit le feu et toucha le moteur Mercedes du LGV. Cela le força à atterrir.
Les aviateurs allemands tentèrent de mettre le feu à leur appareil et ils durent se rendre sans résistance. C'est ainsi que Jean Navarre signe sa 3e victoire. On dit qu'il aurait partagé sa collation qui lui avait été offerte par son escadrille avec les pilotes allemands, au grand désespoir de sa hiérarchie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et laisser un pouce bleu. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!